Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur True TV et en simultané sur Watt FM pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs et je suis Serge Kaboré, celui-là même qui préside ce tribunal en ce jour 10 juillet 2022 et pour la présente convocation, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Bonjour, Président Kaboré, bonjour, juge Vaha, bonjour, juge Drago, bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, juge Boujma, bonjour, Président, bonjour, juge Kaboré. Qu'est-ce que j'ai dit? Juge Inoussa Ouedraogo. Ouais, juge Inoussa Ouedraogo, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour, juge Boujma, bonjour, juge Vaha, bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Bonjour. Pour la deuxième convocation de la semaine, 2 sujets ont été enrôlés. Il sera question dans un premier temps de l'incidence de la rencontre des anciens chefs d'État sur le Forum national de réconciliation annoncé pour les semaines à venir. Et en seconde partie d'émission, il sera question de l'arrestation des 49 militaires ivoiriens au Mali. Voici planter le décor et c'est parti pour les avant-propos. Juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Ce qui retient mon attention, c'est que hier, il y avait lancé au Burkina donc les 6e journées africaines de lutte contre la corruption en termes de célébration. Et il y a eu le fait que certaines communications aient été axées autour du fonds Covid-19 et de sa gestion. Et quand on écoute Philippe Nion, le contrôleur général de la SULC, il explique que les fonds n'ont pas été gérés, en tout cas dans la transparence. Il énumère un certain nombre d'éléments qui partent du fait qu'on n'ait pas de lisibilité claire sur ce à quoi cela a été destiné, et puis les destinataires aussi n'ont pas fait de point vraiment exhaustif de la façon dont ils ont géré ces fonds qui leur ont été alloués. Mais c'est intéressant parce que, vous voyez, très souvent, les malheurs sont pour certains des opportunités de se faire plein les poches. Et ça, c'est la réalité de nos États. Même Covid-19, qui, dans les dispositions qui ont été prises pour ce qui est de la plupart des pays africains, quand on regarde après, était vraiment dans des proportions qui ne devraient pas l'être. Mais même malgré cela, on se retrouve dans des situations où, même pour juguler la chose, les gens se sont encore permis de pouvoir faire de la corruption dedans, de pouvoir avoir ce qu'il peut avec le gain facile. Et ça, quand la SULC le ressort, moi je trouve que c'est déjà assez intéressant. Mais on oublie quelque chose, c'est l'argent du contribuable. C'était, quand on rappelle ce plan-là, le plan de riposte sanitaire, c'était 177,9 milliards de francs CFA. C'est quand même 1,8% du produit intérieur brut burkinabé. Et c'est encore plus risible qu'on se retrouve dans la période de Covid où les économies sont fragilisées, elles sont à genoux. On se trouve dans une situation où il faut avoir les moyens de pouvoir permettre à certaines franges de la population de supporter la transition qui n'est pas si bonne, permettre à certains secteurs d'activité qui étaient impactés par certaines mesures de restriction de pouvoir avoir un genre de bol d'oxygène. Eh bien, pour ce qui est dévolu à cela, on se permet encore de voler des dents, de ne pas faire de points, de se retrouver dans une gestion qui est à la fois chaotique et opaque. Mais ça, c'est notre quotidien. Tant qu'on ne va pas changer, et tant qu'on pense que ce qui vient à nous, c'est Dieu qui a envoyé, en tout cas on était content, ce matin ma journée s'est bien passée, parce qu'on a eu au bureau quelque chose qu'on a pu mettre dans la poche de façon très pas nette, et qu'on pense que c'est l'autre qui doit être honnête, et que quand ça le concerne, c'est ça la fraude, quand ça nous concerne, c'est Dieu qui bénit. À ça, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je pense que cela doit nous interpeller. Et puis, pour tous ceux qui ont reçu leur fonds, écoutez, venez nous donner les rapports exhaustifs, parce que je rappelle que c'est encore l'argent du contribuable. 1,8% du PIB, 179,9 milliards de francs CFA, ce n'est pas rien. D'accord. Alors, Juge Ouedraogo, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Merci, Président. Moi, je vais revenir sur les frontières entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, surtout du côté ivoirien. La frontière est toujours fermée. Jusque-là, nos autorités ne nous disent rien. Ça va faire pratiquement 2 ans que c'est comme ça.
On avait fermé pour cause de Covid. Et depuis un certain temps, Covid est derrière nous. Et ça ne s'explique pas que la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina soit toujours fermée. Et ça ne s'explique pas aussi que jusque-là, nos autorités ne nous disent rien. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer cette fermeture? On essaie de comprendre, mais jusque-là, il n'y a pas de réponse. On a interpellé, même sur ce plateau, nos autorités, mais il n'y a aucune réponse jusque-là. Or, on sait que le trafic entre la Côte d'Ivoire et le Burkina est tel que ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui, les Burkinabés, pour beaucoup, sont obligés de passer par des pays voisins, notamment le Ghana, pour pouvoir rejoindre tranquillement la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour rallier le Burkina et la Côte d'Ivoire, il faut débourser au bas mot 60-70 000 francs CFA. Et en cours de route, Dieu seul sait les tracasseries que subissent nos populations. Et je voudrais ce matin interpeller une fois de plus nos autorités, notamment la ministre en charge des Affaires étrangères, que des explications soient données à des Burkinabés qui veulent comprendre, et interpeller aussi les autorités ivoiriennes sur la nécessité de faciliter les relations entre nos deux pays, surtout qu'il y a le traité d'amitié et de coopération qui lie nos deux pays et qui était dans de bons termes ces dernières années-là. Et on ne peut pas comprendre que cette frontière-là soit fermée pendant tout ce temps sans qu'il n'y ait d'explication à donner aux populations. Et donc c'est un cri de cœur que je lance à nos autorités de faciliter vraiment le déplacement, la libre circulation des personnes notamment, parce que les biens circulent, même si évidemment il y a des problèmes à ce niveau-là, mais la libre circulation des personnes est un principe sain au niveau de la CEDEAO, et il n'y a pas de raison que ça continue comme ça sans que personne ne puisse piper mot. Et je souhaite qu'à la prochaine rencontre de la CEDEAO, que véritablement nos autorités puissent poser cette problématique-là, cette question-là, que ça soit débattu et que enfin nos populations puissent circuler librement, parce que déjà même que quand les frontières ne sont pas fermées, il y a des tracasseries. Vous pouvez imaginer qu'avec cette fermeture-là, ce soit une double tracasserie, et ce qui n'est pas de nature à favoriser donc les relations entre nos deux pays. D'accord. Alors, juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci. Ce sont les conséquences liées à la guerre en Ukraine. D'abord la crise Covid et puis la guerre en Ukraine, parce que c'est ce qui a fait renchérir le coût de la vie. Les pays européens ont été sérieusement fouettés par la maladie à coronavirus. Nous l'avons été moins. Ce qui fait qu'en termes d'incidence, nous subissons seulement les conséquences parce qu'on n'a pas subi la crise comme eux. Maintenant, c'est la conséquence après. Et puis, à la guerre en Russie-Ukraine, aussi, je dis bien qu'on pouvait éviter. Donc, son incidence, c'est quoi? J'écoutais RFI qui disait qu'il y a eu un regain des jeux de hasard en France pour pouvoir faire face à la vie chère. Ça ne l'était pas. Donc, il y a ce regain-là des jeux de hasard. Donc, les gens jouent pour pouvoir arrondir les fins du mois. Ce qu'ils gagnent, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut utiliser les jeux de hasard comme un refuge pour pouvoir rêver, arrondir les fins du mois, pouvoir faire face aux dépenses. Donc, l'explication, c'est lié au Covid, c'est aussi lié à la guerre Russie-Ukraine qui a fait aussi encore flamber les coûts des produits. Alors que j'ai toujours répété que cette guerre, on pouvait l'éviter. Pour peu que ceux qui se réclament grands dirigeants, grands leaders, mettaient un peu d'eau dans leur vin, essayaient de diluer chacun son orgueil, et ça nous préservait de tous ces égarements. Donc, mais les uns et les autres ont préféré la guerre parce que, la guerre d'ailleurs permet à des économies de vivre et d'ailleurs de prospérer. Ils ont fait le choix, effectivement, parce que ce dont on parle moins, c'est l'économie de la guerre. Il y a donc une bonne économie de la guerre qui profite à quelques personnes, et puis tout le monde
va subir sur le reste. Donc c'est vrai que nous subissons déjà cette crise, mais ce sont des signaux également. Alors que c'est des pays qui ont, quoi qu'il en soit, encouragé l'Ukraine dans son entêtement à aller où l'Ukraine voulait aller. Parce que dans ce même pays, les mêmes dirigeants de ces pays, certains ont unanimement dit que le jour que l'Ukraine fera un pas vers l'OTAN, la Russie va taper. De Joe Biden, actuel président, Nicolas Sarkozy, en passant par bien d'autres leaders français, ont dit la même chose. Mais ils ne l'ont pas empêché. Je dis bien, quand on regarde, c'est les questions d'égoïsme, c'est les questions d'orgueil, et on commence à payer tous cash pour une guerre qu'on pouvait éviter. Au titre du premier sujet enrôlé pour la deuxième convocation de la semaine, on le sait, il y a eu cette rencontre entre les anciens chefs d'État du Burkina vendredi dernier. Déjà, juge Vaha, quel peut être l'impact de cette rencontre sur le Forum national de réconciliation qui avait été annoncé pour les semaines à venir? Disons que déjà, il y avait tout en marge d'une rencontre lorsqu'on entendait le ministre Boli dire que dans les semaines à venir, il y aurait donc ce forum-là, sans plus de précision. Donc on s'est dit, ah ok, parce que quelques temps avant aussi, on avait quelques rencontres au cours desquelles on a pu savoir que on ne casserait pas tout. C'est-à-dire ce qui a été fait sous l'ancien régime, celui Roch Kaboré, et la question gérée par l'ancien ministre Zéphirin Diaby. Il repartait sur cet existant-là, et puis c'est pour ça que très vite, on revient vers un forum. Et je me rappelle que le ministre Boli il donnait déjà les montants en matière d'indemnisation, le tout rappelant aussi le travail qui avait été fait par le Hkroun en termes de victimes identifiées et donc en nombre, et puis de ce que cela implique donc en termes d'indemnisation. Donc c'est des éléments qui avaient été donnés, donc ils ne sont pas venus tout recasser. Et donc, ça a permis que très rapidement, on nous annonce que dans quelques semaines, il allait y avoir un forum sur la réconciliation nationale. On s'est dit, ok, c'est bien, on verra comment est-ce que ça va être mené et puis quelle sera la dynamique de fond et quelle stratégie sera mise en place, quelle sera la vision. Mais en même temps, quelques temps après, il y a la rumeur que Blaise Compaoré viendra participer à une rencontre ici. Parce que un peu avant, il y avait l'ancien président qui avait facilité les choses, JBO, Jean-Baptiste Ouédraogo, et on avait vu cette rencontre à laquelle il y avait le président d'Amiba, donc Jean-Baptiste Ouédraogo, et le président déchu, Roch Kaboré. Et très tôt, on apprend que l'homme a pris son avion, il est allé parlant de JBO, il est allé à Abidjan, et on apprend que le président Blaise Compaoré va venir. Donc, il y a un enchevêtrement des choses qui donne l'impression d'une orchestration. Et donc, en même temps qu'on annonce qu'il y aura ceci ou cela, en même temps on nous dit qu'on va aller sur l'existant, on commence à dégager les pistes. On apprend que le président Roch Kaboré le président Jean-Baptiste Ouédraogo, Yacouba Isaac Zida, Kafando seront tous à Ouagadougou pour discuter des questions de retour à la paix et du renforcement de la cohésion sociale. Donc on est encore dans la dynamique un peu de ce forum-là, mais avec un symbole premier qu'on veut mettre en avant. C'est l'impression que moi j'ai eue. Maintenant, il y a eu les polémiques qu'il y a eu, et puis on a vu ce qui s'est passé vendredi, qui pour moi n'est rien d'autre qu'un flop. Ça a été un flop. Parce que si c'était une réussite, on n'aurait pas un président d'Amiba en train de s'expliquer sur des absences. Non, c'était pas une rencontre pour venir s'expliquer sur les absences des uns et des autres. Donc, pour moi, ça a été un flop. Maintenant, les conséquences, puisque ça avait été orchestré de sorte à ce que ce soit voulu comme un genre de symbole et que le symbole lui-même n'a pas eu l'éclat qu'il devrait avoir, on se demande qu'est-ce que la suite maintenant va donner, parce que le symbole qu'on a voulu vendredi a beaucoup plus divisé les Burkinabés que les rapprocher. Il y a eu peut-être la démarche ou bien plutôt l'objectif qui peut faire pour moi l'objet des débats, mais à un autre niveau. Mais il y a eu la question de la façon, la question du comment, qui n'a pas été bien pensé et qui a fait que ça a exacerbé les clivages et ça a donné l'impression que
il y a un homme qui a voulu en faire à sa tête, malgré qu'il y a eu beaucoup de ses concitoyens qui se sentaient gênés par une dynamique parce que certaines plaies étaient encore fraîches et parce qu'il y a une justice aussi dont il faut tenir compte. Il y a beaucoup d'autres éléments dont il fallait tenir compte. Donc du coup, vous avez quoi? Un monde, la justice qui s'est exprimée sur la question, qui n'était vraiment pas contente de la façon dont cette décision a été foulée au pied au nom de quoi que ce soit. Il y a eu certains Burkinabés qui se sont estimés qui ont estimé ne pas être pris en compte parce qu'ils se disent il y a eu une insurrection dans ce pays-là. Si quelqu'un doit revenir comme il est parti à midi et vouloir le faire amener à midi un peu, il faut quand même mettre la manière. Donc aujourd'hui, voilà que les Burkinabés sont plus divisés qu'ils l'étaient même avant la dynamique du symbole qui a été voulu. Est-ce que ça n'aura pas un impact sur ce forum qui est en train de venir? Ça, je pense, parce que c'est dans la même vision, c'est les mêmes personnes qui ont pensé la chose. Si au départ, ça n'a pas été bon et ça a beaucoup plus divisé, je ne pense pas qu'à la fin, on puisse trouver, outre mesure, un résultat qui soit bien différent. D'un moule qui n'est pas bien, qui est tordu, ne sortent pas des briques qui sont bien faites. Ça, au moins, c'est un principe. C'est une tautologie. D'accord, voilà qui est bien dit. 3 grands absents à cette rencontre d'anciens chefs d'État et pas des moindres. Il s'agit des prédécesseurs directs de l'actuel président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Quelle peut être l'incidence sur la tenue du forum sur la réconciliation nationale, juge Bougma? Bon, en tout cas, ça va sonner comme un manque de saveur. Parce que cette rencontre au sommet devrait être le couronnement de plusieurs petites rencontres qui préparent de façon discrète un tel événement. Je dis et je répète, je ne crois pas aux réconciliations événementielles. Les réconciliations tambour battant, non. Parce que l'événementiel, c'est ce qui vient couronner toutes les démarches, toutes les concessions. C'est l'arme discrète. C'est négociations nocturnes, tard dans la nuit, où des gens se rencontrent pour se parler, pour arrondir des angles. Et au lever du jour, vous entendez des voix, vous entendez des éclats de rire. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Il y a X et Y qui se sont parlé hier, ils se sont réconciliés. Et une petite fête là-bas. Ils vous disent, comme c'est comme ça, moi aussi je vais aller prendre un verre parce que c'est un verre de réconciliation. Là, c'est l'événementiel qui vient couronner le tout. Mais quand vous voulez prendre l'événementiel et lui prendre ça comme truc de réconciliation, ça ne peut pas marcher. Surtout que, je dis bien surtout que, en 2001, plus précisément le 30 mars, on a vu cette réconciliation événementielle, où des gens bourrés de haine et de rancune, vis-à-vis de vivants et de morts, se sont retrouvés dans un stade pour parler de réconciliation. Et comme la nature ne ment pas, les colombes de certains ont refusé de voler. Pourquoi? Parce que celui qui tient la colombe même est rempli de haine et de rancune. Et demande et il prêche pardon. Il ne s'est même pas encore réconcilié avec lui-même. Lui-même, il a des problèmes à régler avec des gens. Et il se prétend réconcilier une nation. La nature dit, je ne suis pas partant, vous êtes hypocrite. Ça ne marche pas. On l'a vu au stade. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci aussi, on n'a pas tiré les mêmes leçons. Donc on fait le remake de cette chose-là. Bon. Ici, le problème, c'est quoi? Vous avez émis de la réconciliation qui se bat comme il peut, qui rencontre les parents des victimes. Et puis vous avez un chef de l'État qui prend aussi sur lui l'initiative de faire un travail parallèle de réconciliation. Maintenant, pour qui on va reverser où? Si à cette rencontre, les chefs d'État demandaient amnistie, grâce présidentielle, amnistie, Blaise dans des dossiers judiciaires, Zida est interpellé dans le dossier de l'insurrection populaire. Il y a même une commission rogatoire qui avait pensé à y aller. Voilà. Si ces gens-là demandent des concessions, Damiba va reverser ça à son ministre ou il va demander à son ministre de prendre ça dans l'intérieur de ses travaux. Et pourquoi est-ce qu'on est pressé comme ça? Donc il y a le forum de réconciliation risque de manquer de saveur parce que ça cristallisait les passions et les gens deviennent méfiants. Ils se disent, si nous nous amusons, ils vont nous utiliser comme 2001. Si nous nous amusons, sinon personne ne compte personne. Personne ne dit que les Burkinabés ne doivent pas se parler. Mais là, l'incident sur le forum de réconciliation, je dis bien ça va manquer de saveur.
Parce que ça va donner à plusieurs familles de victimes de réfléchir encore comme en 2001. Parce que des familles avaient réfléchi en 2001 et avaient dit, nous ne sommes pas d'accord. Mais pourquoi? Parce que 2001 était la recommandation du Collège des sages avec un schéma clairement établi. Vérité, justice, réconciliation, réparation, dédommagement. Rapidement, on a sauté, escamoté les choses et on allait à une journée de réconciliation nationale avec un fonds d'indemnisation qui a été calé et des familles ont refusé de prendre. Elles ont dit, je ne peux pas aller au moment où je ne sais même pas où se trouve la tombe de notre parent. C'est où il a été enterré. La tombe même, vous ne connaissez pas. Et on vous dit de venir pour une quelconque indemnisation. Pourquoi? Surtout que certains n'ont pas été officiellement informés de la mort de leurs proches. Certains n'ont pas été jusqu'à là pas informés. On dit qu'il est porté disparu. Et un matin, on vous met dans une liste de personnes à dédommager. En son temps, ça fait très mal. C'était mal. En fait, c'était pas décent. C'est indécent. C'est pas. Ça n'allait pas. Et c'est dans ces conditions qu'on a forcé pour faire, comme on appelle ça, une journée de réconciliation nationale. Et on a même créé, on a fait de la journée un jour férié pour relever le symbole. Mais ça n'a pas marché. Quand le Blaise a quitté le pouvoir, c'est fini. Le 30 mars, demandez à certains Burkinabés, le 30 mars vous rappelle quoi dans l'histoire du Burkina? Ils vont dire il n'y a rien. Sauf ceux qui sont dans le domaine des droits humains, nous qui sommes dans le domaine des médias. Même dans le domaine des médias, il y en a même qui ne se souviennent même pas de cette date-là. Parce que c'est pas la fierté nationale. Tout le symbole n'est pas allé avec. Donc ici, la question qu'on se pose par rapport à l'incidence sur ce forum qui va venir dans les semaines à venir, on attend de voir comment est-ce que ça va se passer. Si on ne sait pas que les familles des victimes n'ont pas rencontré. Mais il y a l'attitude de ceux qui sont en face. Pour ces questions de réconciliation, et s'il ne valait pas mieux de dire la vérité au Burkinabé sur l'état de santé du président Blaise Compaoré, par exemple. Hier, Maître Hervé Kam était ici, il disait qu'il fallait que ses avocats sortent un certificat médical pour dire qu'il ne peut même pas comparaître. N'en parlons pas d'être incarcéré parce que, quand vous le voyez, ce n'est pas évident que son état de santé puisse être compatible avec l'univers carcéral. Mais il y a des gens qui sont payés grassement pour assurer sa défense. Il y a une famille biologique et politique qui est là, mais qui ne fait rien. Alors que j'ai dit, ces choses-là peuvent permettre, quand certains l'ont vu, ils ont dit, bon, si ça, c'est même pas la peine. Parce que vu son état, c'est pas évident. C'est humain. Mais sur le plan juridique, cette chose humaine-là, comment est-ce qu'on met de la forme? Mais on a l'impression que c'est des gens qui narguent aussi les autres. Quand il a été annoncé, on a entendu tout le discours, le jour de son arrivée, regardez à l'aéroport. Donc, j'ai dit, il y a un risque qu'il y ait également un flop au niveau du forum. Parce que les gens vont maintenant aller avec recul. Sinon, ce qui nous a été présenté, c'était la rencontre entre militaires. Vous aurez remarqué que c'était des militaires qui se sont rencontrés. Les civils ne sont pas venus. Michel n'est pas venu. Roch n'est pas venu. Zida, lui, il est loin, d'ailleurs loin. Mais c'est la rencontre des anciens présidents militaires et l'actuel président aussi qui est militaire. Et l'autre aspect, c'est que à ce niveau de rencontre, si on n'a pas pu régler les questions administratives pour un État qui prend langue avec un ancien président, qui n'est pas capable de régler des questions administratives pour que l'autre puisse être à la même table, il faut s'interroger sur la qualité de la démarche et sur la sincérité des acteurs. Parce que là, quand on, comme Geoffroy l'a si bien dit, quand on justifie des absences à ce niveau de rencontre, moi, véritablement, ça me pose problème. Ça me pose véritablement problème par rapport à la qualité de la démarche qui a été effectuée. Est-ce que les uns et les autres tireront leçon pour le forum? Je ne crois pas. Quand vous entendez les turiféraires du MPSR parler, vous demandez même, est-ce que si j'étais sincère même avec la rencontre, Damiba peut être sincère, mais les autres, c'est pas sûr qu'ils soient sincères avec la démarche. Quand vous entendez ce qu'ils disent à partir du flop, alors que non, il y a quelqu'un qui a organisé une rencontre qui n'a pas marché. Quelle leçon il tire? Quel enseignement il tire pour que le forum annoncé aussi ne soit pas un flop?
Mais les uns et les autres ne sont pas encore là. Ils sont en train d'accuser. D'accord. Alors, Jules Ouédraogo, déjà en termes de timing, est-ce qu'il était opportun d'organiser cette grande rencontre des anciens chefs d'État avant la tenue du Forum national sur la réconciliation? Je ne sais pas si le timing était bon, parce que je ne connais pas l'agenda qu'il y a derrière tout cela. Les uns et les autres l'ont bien dépeint. C'est que cette situation nous permet de tirer 3 constats. Premièrement, on a humilié la justice burkinabé. Ensuite, on a divisé le peuple burkinabé. Et troisièmement, on a humilié Blaise Compaoré, ancien chef d'État. Et enfin, l'exécutif burkinabé sort ridicule de ce processus-là. J'ai dit qu'on a humilié Blaise Compaoré, pourquoi? On l'a tous vu, grabataire, souffrant, avec des difficultés même pour marcher. On n'avait pas besoin d'offrir ce spectacle-là à l'ensemble de l'humanité qui avait les yeux rivés sur le Burkina à ce moment-là. Blaise Compaoré est un ancien chef d'État. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a dirigé ce pays pendant 27 ans. Et dans cette situation de fragilité, on n'avait vraiment pas besoin de le voir de cette façon-là. On aurait pu se passer de ces images-là qui montrent notre chef d'État aussi mal en point. Deuxièmement, j'ai dit que ça divisait le Burkinabé parce que systématiquement, cette venue du président Compaoré a créé 2 camps. D'une part, le camp de ceux qui voulaient que la justice s'applique et d'autre part, le camp de ceux qui pensent que la nation prime sur la justice. Donc, 2 camps. Donc, la division s'est exacerbée. En voulant réconcilier, on a encore plus divisé. Et troisièmement, je dis que la justice a été humiliée parce que vous avez vu que l'ensemble des syndicats, l'ensemble des organisations de défense des droits humains, l'ensemble des démocrates se sont levés pour dire qu'on ne peut pas fouler aux pieds les principes de la justice en voulant faire en sorte qu'il y ait des individus qui soient au-dessus de la justice. Même quand ils sont condamnés, ils peuvent fouler aux pieds les règles de la République. Et les uns et les autres ont dit que c'est même un parjure. Et le président d'Amiba, qui a été à l'origine de ce forfait-là, doit pouvoir expliquer au Burkinabé et tôt ou tard s'expliquer devant la justice. Et puis, enfin, j'ai dit que l'exécutif a finalement échoué parce que ça donne quoi tout cela aujourd'hui? Ça donne un peuple divisé, une justice divisée, un président humilié. Donc, l'objectif de départ qui était de favoriser la réconciliation nous ramène à la case départ où tout le monde est arc-bouté sur ses positions. Bon, est-ce que la suite, qu'est-ce que ça peut donner? On est mal parti. Soit on recommence le processus à zéro, en prenant en compte ce que les uns et les autres ont toujours dit dans ce pays. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent s'entêter pour aller à la réconciliation en faisant croire que c'est cette réconciliation-là qui va permettre de régler les questions de justice et les questions de sécurité. Je me demande comment. Quel lien les gens font entre l'insécurité que nous vivons aujourd'hui et le fait que Blaise Compaoré soit dehors? Quel lien ils font? Il faut bien qu'ils expliquent ça au Burkinabé. Sinon, à un moment donné, on laisse libre cours à chacun de tirer des enseignements, de tirer des leçons. Et ce n'est pas de nature à favoriser la réconciliation. En tout cas, ceux qui pensent que nous sommes toujours dans une situation où on a besoin urgemment de réconciliation doivent regretter cet acte-là. Et dans tous les cas, les gens ont tendance à dire oui, en Afrique du Sud, il y a eu ceci, il y a eu cela, ils se sont réconciliés. Au Rwanda, il y a eu la guerre, ils se sont réconciliés. Mais ils oublient que la situation en Afrique du Sud, c'était à la limite une guerre raciale. C'était l'apartheid. Et il y avait urgence à se réconcilier. Au Rwanda, il y a eu des massacres, des milliers de personnes. C'était une guerre ethnique. Pour le cas du Burkina, c'est quel genre de guerre? C'est quelle communauté on veut réconcilier avec qui?
Et donc, il faut que les acteurs, les uns et les autres l'ont dit, on insiste, il faut de la sincérité. Personne n'est contre le fait qu'on vive dans la tranquillité. Mais qui a fait quoi à qui pour qu'on veuille se réconcilier? Tant qu'on ne résout pas ces questions, on va être dans le perpétuel recommencement. Depuis 2000, depuis plus de 20 ans, on traîne ces questions-là. Il y a des gens qui ont des problèmes avec la justice. Il faut régler ces questions-là à la justice. Et quand la justice va finir de régler les questions, les parents des victimes vont voir s'ils pardonnent ou pas. On ne commande pas le pardon. On n'achète pas le pardon. On n'achète pas la réconciliation. Ce n'est pas en votant le budget de plusieurs milliards qu'on va arriver à réconcilier les Burkinabés. Tout le monde dit qu'il faut de la sincérité, il faut de la vérité pour qu'on aille vers cette réconciliation entre les hommes politiques. Puisque le peuple burkinabé lui-même en tant que tel n'est pas divisé. C'est les querelles politiques, des querelles politiciens qui font que justement les uns et les autres sont là, arc-boutés, telle personne dans tel camp, telle autre personne dans tel camp, et les gens s'attaquent par personne interposée. Sinon, dans le fond, le peuple burkinabé n'aspire qu'à la sécurité. Et je vais terminer sur la question de la sécurité et la question humanitaire. Damiba, en prenant le pouvoir, a dit qu'on doit le juger sur deux aspects. La question sécuritaire et la question humanitaire. Sa capacité à faire avancer notre armée en avant et à récupérer des territoires et sa capacité donc à faire répartir les populations dans leur village d'origine. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On est dans des bagarres politiques, des bagarres politiciens. Et le peuple ne fait que souffrir. Au point où l'agenda sécuritaire même a été mis à l'écart pour parler de réconciliation, qui est un vieux sujet qui date de plus de 20 ans dans notre pays. Donc il faut à un moment donné savoir aller à l'essentiel et éviter de diviser les Burkinabés à travers des querelles politiques dont ils sont étrangers. Le plus important, nous voulons la sécurité, nous voulons résoudre les questions humanitaires. C'est ça le plus urgent. Il ne faut pas que le pouvoir se disperse sur d'autres agendas qui n'étaient pas au départ là et qui ne fait que nous éloigner de l'essentiel. Donc, vraiment, il nous faut regarder là où on a trébuché. Et il n'est pas tard pour le pouvoir de rectifier le tir, de revenir aux fondamentaux, de travailler véritablement à faire en sorte que cette question qui a divisé le Burkinabé puisse être rapidement résolue afin donc qu'on aille à l'essentiel. Alors, juge Vara, c'est un match sur la réconciliation qui s'est joué entre anciens chefs d'État et on part déjà avec 3 points en moins avec l'absence des 3 prédécesseurs du président Damiba. Déjà, sur 2 absents, il s'agit de l'absence du président Roch Kaboré qui officiellement aurait été empêché par des manifestants. Vous avez l'absence du président Yacouba Isaac Zida pour des raisons administratives. Le juge Bougma en parlait. Quel est votre regard sur ces 2 absents de façon particulière? Zida et Roch Kaboré. Mais quand on regarde, en tout cas, il y a des explications officielles qui nous sont données. Pour ce qui est de Zida, on parle de problèmes administratifs. Mais je pense que Zida est bien placé pour dire les problèmes qu'il a. Quand on vous invite officiellement et que vous ne pouvez pas venir, la politesse veut que vous communiquiez sur pourquoi est-ce que vous ne venez pas, pour qu'on ne l'interprète pas autrement. Maintenant, si c'est celui qui vous a invité qui vient expliquer, il y a comme une façon de vouloir rattraper les choses. Et ça donne les résultats que ça donne. Quand on prend le cas de Roch Kaboré, l'ancien président, mais je suis désolé, quelques semaines avant, le monsieur n'était pas libre de ses mouvements. Ses soutiens demandaient sa libération à corps et à cri. Vous voulez que quelques heures après, il soit assez libre de venir dire qu'on m'a invité, je dis je ne viens pas. Mais il faut être à l'ouest pour penser cela. Il ne pourra pas le dire. Et même le point de presse qu'il fait après, dans lequel il dit je voulais y aller, des manifestants dehors m'en ont empêché. Il ne faut pas faire Sciences Po pour comprendre que ce n'est pas ça. Jusqu'à ce qu'il y ait des tentes devant chez lui, et puis il n'y a pas son assentiment,
Moi, je suis surpris. Et puis, pour moi, il y a des messages. Si c'était des petits badauds qu'il y avait devant sa porte, on aurait dit que non, c'est quelque chose qui a été organisé spontanément. Et ce n'est pas des petits badauds qu'on avait devant chez lui. On avait les messieurs de son parti, qui plus est parmi ceux qui comptent, il y avait sa femme. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient là. Ça ne pouvait pas le surprendre, ça. Et ils ont fait le pied de grue jusqu'à ce qu'il soit sûr que la rencontre soit terminée pour se démobiliser. Je pense que ce qu'ils ont fait, c'est couvrir l'ancien président pour ne pas qu'il ait à répondre ou à subir le contre-coup d'une posture qui le mettrait dans un inconfort. Déjà que très récemment, il était dans un inconfort des plus grands. C'est de ça qu'il s'agit. C'est juste, on est en politique. C'est une question de jeu de dames, il pose des pions. Roch Kaboré, quand on regarde au fond, s'il voulait partir, il allait partir. La preuve, il y avait certains pourfendeurs de la rencontre qui étaient au niveau du domicile de l'ancien président, qui ont vu quelque chose venir comme un dispositif. Ils ont senti que ça ressemble à une visioconférence qu'on veut organiser. Ils ont dit ça ne passe pas, ça ne rentre pas. C'est ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'à un moment donné, Roch Kaboré est sorti discuter avec ces militants-là, discuter avec ce soutien pour leur faire entendre raison? Vous étiez là-bas, vous étiez sur le terrain. Est-ce qu'à un moment donné, il est sorti discuter, prendre langue avec ces messieurs-là pour les calmer et s'est dit, bon, écoutez, il faut que j'y aille? On ne l'a pas vu. Donc, pour moi, il faut faire une bonne lecture de la chose. Il y a des présidents qui n'ont pas voulu venir parce qu'ils étaient fort gênés. On fait une caricature de la situation, je préfère dire caricature pour qu'on se comprenne. On voulait faire rencontrer dans un temps record, sans avoir balisé les choses, l'ancien président Blaise Compaoré, avec Yacouba Isaac Zida, qui d'une façon ou d'une autre était bien proche de Blaise Compaoré et qui l'a trahi, si on veut bien regarder les choses. On l'a emmené, on l'a envoyé et il a su s'envoyer lui-même. Et après, il y a eu Kafando qui est venu parce qu'on a fait examen de dossier, c'était ce qui est rare pour avoir un président. Il est accusé, dans la façon dont les choses se sont menées après, d'avoir plutôt organisé un genre de transmission pour Roch Kaboré, qui lui-même n'a pas forcément regardé derrière, parce que dans ce que Zida avait négocié pour ce qui est de son départ en termes d'ambassade et tout, ça a été remis en cause et on connaît les résultats et on connaît ce qui s'est passé après. Et même Roch Kaboré, il y a quelques semaines, il vient rencontrer quelqu'un alors qu'il n'est pas encore élargi. Et des heures après, on lui dit viens rencontrer celui qui l'a fait tomber sous des raisons que l'on connaît. Voilà la caricature de cela. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des clivages aussi profonds? C'est en quelques heures on orchestre quelque chose juste pour le symbole et puis ça passe. Ils auraient dû travailler crânement sur la chose. Ils auraient dû manager autrement. Peut-être que l'idée n'est pas bonne, l'idée n'est pas mauvaise. Mais ils ne se sont pas donné le temps de mettre la manière. Ils se sont dit que ça allait être un marketing en termes de symboles. Mais là, ils sont tombés sur des réalités. C'est qu'ils ont sous-estimé des clivages qui sont profonds. Ils ont sous-estimé aussi certaines réalités. Une justice ne peut pas accepter de se faire fouler aux pieds ainsi. Ça, c'est une vérité, c'est un minimum. Et puis, il y a des parents de victimes aussi. Il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a la manière à mettre. Et je pense que là, ils ont manqué de beaucoup de manières. Et ça leur a explosé à la figure. Voilà qu'aujourd'hui, alors qu'on est peut-être à quelques jours de l'organisation d'un forum, on est encore dans des débats de ceux qui disent non, c'était pas un flop, c'était une réussite, c'était pas un flop. Mais disons-nous la vérité, ça a été un flop. Il faut tirer les leçons de cela. Et c'est intéressant que le président d'Amiba ait dit que ça n'est qu'un début, ça va continuer. Mais je pense qu'il faudrait maintenant prendre en compte un certain nombre de réalités. Blaise est peut-être venu, ça ne lui a pas rendu service. Blaise est peut-être venu, ça n'a pas rendu service même à ceux de ses soutiens qui ont pensé accueillir un lion, mais qui ont compris que les rugissements qu'on nous donnait et qu'on entendait depuis la terre de Burni n'était pas forcément le rugissement du lion qu'ils ont vu, parce que le lion était décharné et avait perdu beaucoup de sa crinière. Et puis d'ailleurs, quel lion quitte la savane? C'est ça la réalité. Donc il y a certains, même quand ils ont vu des images, ils ont dit ah, donc le Blaise qu'on veut là, c'est lui. Donc on n'a pas rendu service à beaucoup. Il y a eu beaucoup d'égoïsme.
Il y a eu plutôt beaucoup d'égoïsme dans cette dynamique-là. De ce qu'on voulait en termes de symboles à donner, sans tenir compte des impacts qu'il pourrait y avoir sur certains éléments, et même de ceux qui sont autour de Blaise Compaoré, quand on regarde, d'avoir permis une humiliation, comme on l'a vu récemment. Et même, pour terminer, au sein d'un parti même comme le CDP, parce que ça on n'en parle pas souvent, il y a forcément aussi des retombées en termes d'analyse de conséquences. Est-ce que c'est celui-là qui écrit les lettres et qui appose ses signatures? Voilà une question. Alors, dernière question, juge Bougma, avant de passer au deuxième sujet enrôlé. Il y a eu, dans le discours de clôture de cette rencontre, le président d'Amiba qui disait à l'intention de son prédécesseur Roch Kaboré de ne pas se mettre en marche du processus. Est-ce que les relations sont en train de se gripper entre les deux présidents? Justement, j'ai dit que quand on écoute les turiféraires du MPSR, on a l'impression que la faute est à mettre à l'actif de ceux qui ne sont pas venus, notamment le président Kaboré. Alors que quand vous regardez, les militants du Balai citoyen sont allés dire qu'ils sont allés dire merci à Mba Michel d'avoir décliné l'offre. C'est différent de on est allé empêcher. Eux, ils ne sont pas allés pour empêcher, ils sont allés pour dire merci d'avoir décliné l'offre poliment. Alors, Zida évoque, ils ont dit des raisons administratives. Le président Kaboré, en réalité, c'est quoi? Même au niveau du MPP, ils étaient divisés. Parce qu'une aile qui dit il n'a qu'à aller. Il n'y a pas d'enjeu, vu l'état des blesses, ceci. Et puis il faut donner sa bonne foi pour ne pas être celui qui grippe la machine. Surtout que l'on sait que Roch Marc-Christian Kaboré, c'est quelqu'un qui a une posture toujours de conciliant. Donc il y a une tendance qui voulait. Et il y a l'autre tendance qui dit pas question, vous n'irez pas là-bas. C'est pas parce que maintenant ils ont besoin de vous pour embellir une rencontre. À quelques jours, on vous élargit. Il n'y a pas longtemps, vos libertés étaient sérieusement restreinte. Maintenant qu'ils ont besoin de vous pour du faire valoir, c'est maintenant on vous dit de partir. Donc ils étaient divisés jusqu'à la nuit. La déclaration du MPP est sortie à quel moment? C'est après 22 heures. Puisqu'ils étaient divisés entre eux. Et finalement, bon, l'aile qui ne voulait pas a pris le dessus. Mais je pense aussi que ça a été du pain béni pour le président Kaboré de profiter de cela pour dire, bon, comme on m'empêche de venir. Mais si on vous empêche de venir, au moins la vidéo, la visioconférence, ça, ils pouvaient faire ça, au moins ça. Même si vous êtes reclus, au moins vous avez un mot à dire à vos prédécesseurs et aux anciens chefs d'État avec Damiba qui y étaient, ne serait-ce que ça. Mais même là, ses supporters l'en ont empêché, et puis bon voilà. Donc il en a profité faire une déclaration, se tailler déjà une sorte de virginité politique. Maintenant il y a des menaces à son encontre qui ont commencé, je dis bien par les turiféraires du MPSR, comme si la démarche aussi était forcée. En matière de réconciliation, on ne force pas. Ça n'a pas marché, vous vous remettez en cours, vous reprenez. C'est pourquoi j'ai dit les uns les autres n'ont pas tiré le son et je m'interroge sur la sincérité de la démarche et c'était comme si c'était du faire valoir. On s'est trompé, on reprend. Il y a combien de gens qui ont tenté de réconcilier des gens à moult reprises avant de réussir un dernier tour de vis. Donc voilà. Mais maintenant, est-ce que le climat est en train de se distendre entre le président Kaboré et Damiba? C'est fort probable. Parce que quand il dit qu'il lui demande de ne pas se mettre en marge, sans se remettre en cause de dire il y a des choses qui n'ont pas évolué, nous ferons l'effort pour que prochainement on fasse mieux. Ça, c'est très important de le relever. J'ai dit l'insuccès de cette rencontre n'est pas à mettre à l'actif de Roch Marc-Christian Kaboré seul, même s'il n'est pas venu. Il faut aussi interroger l'organisation qui a péché, je dis bien, à plusieurs endroits. Mais est-ce que le chef de l'État, en bon militaire, aura la lucidité de se remettre en cause? Parce que la fonction de militaire, l'orgueil, le zèle vont avec la fonction de militaire. Le militaire, c'est difficile qu'il se départit de son orgueil et de son zèle. Ça fait partie de sa fonction. Demandez, on vous dit, un soldat sans zèle, sans orgueil, n'en est pas un. Mais quand vous assumez les charges au haut niveau, c'est très important d'intégrer ces éléments-là. Est-ce qu'il aura le recul nécessaire, se remettre en cause et rectifier le tir? Je ne crois pas trop. S'en prendre à la personne de Roch, parce qu'il n'est pas venu pour une première rencontre. Non, une deuxième. Parce qu'à la première, il est allé quand même. Parce qu'il n'est pas venu à une deuxième rencontre. S'en prendre déjà à ça, à sa personne, ça veut dire que vous n'êtes pas sincère, vous voulez forcer pour embellir. Si ce n'était pas pour forcer, pour embellir, vous rectifiez le tir, vous reprenez, vous réorganisez. Donc, M. Damiba, réorganisez, ça va marcher prochainement. Maintenant, mettez-y un peu de forme, ça va marcher. Sinon, quand les démarches administratives avec Zida ont échoué, c'est à qui la faute?
un État, un président qui veut rencontrer un ancien chef d'État sur le plan administratif n'arrive pas à régler les choses, qui est responsable de ça? C'est Zida? Non. C'est parce que c'est lui qui a la responsabilité de le faire venir. On a eu une ministre des Affaires étrangères pour ça. On a des diplomates chevronnés pour ça. Comment est-ce que les questions administratives n'arrivent pas à être réglées? Qu'un État n'arrive pas à régler ça? Et on met ça, on banalise ça. Ça aussi, c'est une responsabilité à assumer. Donc ce n'est pas seulement le carreau qu'il faut voir. Le cas Zida pouvait dire, moi, on ne m'a pas pris au sérieux. Si on m'avait pris au sérieux, on organiserait autrement. Non. Donc, j'ai dit bien, interrogeons-nous sereinement sur ce qui n'a pas marché. Donc, c'est fort probable que les relations entre le président Kaboré et le président Damiba se distendent sérieusement, mais ça ne va pas être ça la solution. Parce que l'objectif étant de les concilier, il ne faut pas travailler à diviser davantage. Et nous passons à présent au deuxième sujet enrôlé pour la deuxième convocation de la semaine. 49 militaires ivoiriens en état d'arrestation au Mali. Et l'armée annonce sur la télévision nationale qu'ils sont considérés comme des mercenaires. Déjà, juge Ouedraogo, quel est votre regard sur cette situation qui a cristallisé un peu l'attention de tous? Bon, on ne s'attendait pas à cette question-là comme ça de la part de ces deux États. La façon dont c'est géré, ça donne l'impression que la Côte d'Ivoire voulait renverser le pouvoir en place au Mali. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas, parce que quand on regarde les documents, on voit que du côté ivoirien, peut-être que toutes les mesures administratives n'ont pas été prises, mais on voit clairement que c'est des militaires qui partaient relever d'autres militaires qui étaient en service au Mali. Et il y a un document qui l'atteste. Est-ce que toutes les manières ont été mises? C'est ça qui est discutable. Mais tel que c'est fait, ce n'est pas de nature à faciliter les relations déjà difficiles entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Vous savez qu'il y a plusieurs autorités du côté du Mali qui pensent que le pouvoir en Côte d'Ivoire veut les déstabiliser. On se souvient qu'un Malien a même, à partir de la Côte d'Ivoire, fait une déclaration pour dire qu'un certain Fofana, si ma mémoire est bonne, qui avait indiqué que le pouvoir de Goïta était forclos et que désormais c'est lui le président. C'était un coup d'État à distance qui n'a pas prospéré, et à l'époque les autorités maliennes avaient indiqué en tout cas que si les autorités ivoiriennes laissent faire cela sur leur territoire, ça montre que le président Ouattara est derrière tout ça. Je pense que le monsieur a été arrêté. Et entre-temps, les autorités maliennes ont continué à accuser la Côte d'Ivoire d'être le bras politique de la France qui ne veut pas du pouvoir de Goïta. Ils accusaient également la Côte d'Ivoire d'avoir pesé de tout son poids pour que des sanctions économiques soient infligées au Mali, et ainsi de suite. Et donc ça vient encore cristalliser les relations déjà difficiles entre ces deux pays, et je pense que nos pays n'ont pas besoin de cela. Il appartient aux autorités de ces pays-là de s'expliquer rapidement, de libérer ces militaires-là, même si on estime que des fautes administratives ont été commises, parce qu'il semble que les militaires qui ont été pris n'avaient pas par devant eux un ordre de mission qui leur permettait de venir là-bas. Mais le simple fait qu'ils viennent en plein jour montre quand même que, et ils ont atterri de façon officielle à l'aéroport du Mali. Et donc s'ils sont arrivés à l'aéroport de façon officielle, ça veut dire que les deux tours étaient quand même en relation. Sinon, l'avion ivoirien n'aurait pas pu atterrir à l'aéroport de Bamako. Ça veut dire donc qu'il y a eu certainement des difficultés au niveau administratif, mais ce n'est pas, à mon avis, une volonté de déstabiliser le pouvoir au Mali. Si c'était le cas, je pense que les militaires ivoiriens se seraient pris autrement. Sinon, tel que c'est montré,
on ne pense pas qu'il y ait véritablement une volonté de déstabiliser le pouvoir au Mali. Donc il appartient à nos autorités de ne pas oublier que de part et d'autre, il y a des populations qui vivent. Il y a une forte communauté malienne en Côte d'Ivoire. Et il y a aussi des Ivoiriens au Mali. Il y a certes des difficultés, mais ces difficultés-là doivent être gérées de façon diplomatique. Et surtout que les autorités maliennes ont saisi la justice. On espère véritablement que ça va se régler de façon judiciaire et pas plus. Et ne pas exacerber les tensions déjà existantes et faire en sorte d'aplanir rapidement ces divergences-là dans le cadre de la CEDEAO, surtout que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre et il faut se saisir rapidement de cette question-là avant donc qu'il n'y ait des escalades dont on n'a pas besoin. D'accord. Alors, Jules Vaha, les autorités maliennes, à travers l'intervention des militaires à la télé nationale, ont été on ne peut plus clairs. Ils disent avoir contacté les autorités ivoiriennes qui ne reconnaissent pas la présence de ces forces-là. Et en plus, sur le plan de l'identification de ces 49 militaires, ils disent qu'il y a des couturiers, des maçons, des commerçants. Est-ce que finalement, on n'est pas dans une crise diplomatique? Bon, ça peut déboucher sur ça. Maintenant, je crois aussi qu'il y a la partie malienne qui a demandé à ce que celle ivoirienne donne plus d'éléments pour qu'ils puissent avancer sur les dossiers. Pour moi, déjà, ça, c'est intéressant. Et on nous fait comprendre que les 49 soldats sont du... Il y a un terme qui est employé là, c'est le 8e détachement du NSE, National Support Element, et qu'ils viennent pour sécuriser des sites de la MINUSMA. Mais attention, faisons attention, parce qu'ils viennent pas sous le couvert de la MINUSMA. Ils viennent sous le couvert d'une structure privée. Et la structure privée est à sa tête un Allemand. Et la structure privée s'appelle c'est Sahel quelque chose, Sahel Aviation Service, je pense, SAS. Et qui est présente un peu de partout dans la sous-région, qui a pour rôle de la sécurisation qui travaille avec des ONG ou la sécurisation même des sites miniers et tout. Donc, c'est une structure privée qui embauche, ou je ne sais comment, qui demande les services de militaires, si en tout cas la partie ivoirienne dit la vérité, de militaires ivoiriens. Donc, ce n'est plus une question de coopération de pays à pays. C'est pour ça que quand vous écoutez la partie malienne, elle a parlé de mercenaires. C'est le terme qui a été employé par la partie malienne. Ils ne viennent pas, la preuve, la MINUSMA jusqu'à aujourd'hui n'a dit et ni pipé mot là-dessus. Parce qu'ils ne viennent pas sous son couvert. Elles viennent sous le couvert de ce service, la Sahel Aviation Service, qui lui aussi, dont l'Allemand qui est je pense la figure de proue là, dit être en train de travailler sur le dossier sans donner forcément plus d'éléments. Et je pense qu'ils ont pour mission de sécuriser des positions, des bases de la MINUSMA au niveau de l'aéroport. C'est un coin qui est quand même assez sensible. Maintenant, pour la partie malienne, ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'avion qui ramène... de la Côte d'Ivoire, c'est 49 soldats. C'est le même avion qui était parti quelques heures un peu plus tôt, ramener d'autres soldats avec du matériel militaire. Et donc, il prend d'autres soldats ivoiriens qui les ramènent et maintenant, ça pose problème. Il peut y avoir des problèmes administratifs, il peut y avoir le fait qu'il y ait des brouilles diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais ça serait intéressant qu'ils se parlent. Mais ce n'est pas aujourd'hui que les suspicions du Mali ont commencé. Et d'ailleurs, n'oublions pas qu'il y a quelqu'un comme Boubou Cissé qui, lui, avait été accusé, et juste après que Ibeka soit tombé, alors qu'il s'était caché en lieu sûr, il avait été accusé de vouloir fomenter un coup d'État. Après, ça n'a pas prospéré. Il a choisi l'exil, il est allé à Abidjan. Chris Yapi, de par ses réseaux, avait fait fuiter une conversation téléphonique dans laquelle on entendait en tout cas une voix qui ressemblait à celle de Alassane Ouattara en conversation avec Boubou Cissé qui parlait des autorités maliennes. C'était pas vraiment intéressant, c'était en février 2021, un peu avant le 2022, voilà, c'est l'année passée, février 2022, juste avant le sommet de la CEDEAO. Il disait quoi? Oh, les gars, la transition, ils ne vont pas tenir, je ne leur donne pas 2 semaines. Ils ont des jusqu'au-boutistes à la tête, ils sont tombés sur la tête et regardons ce qui va se passer. Même Boubou Cissé disait on ne leur donne pas 2 semaines, un pays qui a 30 à 40% de son budget qui dépend essentiellement de l'extérieur n'y va pas tenir. Donc quand un chef d'État tient de tels propos et que ça sort,
ça froisse. Et n'oublions pas que le parquet 4 de la commune de Bamako a ouvert une enquête, notamment sur ces audios-là, pour tentative de déstabilisation interne et externe concernant le Mali. Donc, on est dans ce contexte-là. Et quand vous avez des militaires ivoiriens qui viennent donner des services à une structure privée, ce n'est pas une coopération de pays à pays et ce n'est pas une mission de la MINUSMA. Donc c'est différent. Il faut bien regarder dans la chose. Il ne faudrait pas dire que les Maliens vont vite en besogne. Ils ont, pour moi aussi, ils sont dans leur droit d'exiger un certain nombre d'éléments et que ça se passe bien, d'autant qu'ils savent que leur pouvoir n'est pas si accepté de tous. D'accord. Alors très rapidement, 30 secondes juge pour moi. Oui, très rapidement, l'identité. Il n'y a aucune force spéciale qui mettra sur sa pièce d'identité force spéciale. Il n'y en a pas. Il y a toujours une autre identité parce que c'est une force spéciale. Ça les Maliens même savent pas. C'est même leurs éléments de force spéciale, c'est les mêmes identités-là qu'ils ont. Mais je pense que le problème il est plus ailleurs. Parce que la décision, là, il dit en réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat l'activité de protection de la compagnie aérienne sahélienne, la compagnie dont je vous parle, SAS. Est-ce que ce n'est même pas SAS qui est visé? Et c'est vrai que sur le plan administratif, il y a eu des erreurs. Et donc les Maliens se sont agrippés à ces erreurs-là pour régler un problème. Je pense qu'ils sont plus à l'aise aussi parce que ça ne dépend pas de l'État ivoirien. C'est une compagnie privée. Ça lui permet, certainement, ça permet à l'État malien de régler un problème avec un partenaire de la MINUSMA. Peut-être qu'il est devenu encombrant, je ne sais pas moi, mais la MINUSMA n'a pas réagi parce que ce n'est pas la MINUSMA. Sinon, la MINUSMA aurait réagi pour dire, écoutez, c'est ceci, c'est cela. La MINUSMA n'a pas réagi. L'État ivoirien est en train de chercher des solutions parce que quoi qu'il en soit, c'est les Ivoiriens. Mais je pense que ce qui est beaucoup plus visé, c'est la structure SAS, qui est une structure allemande, qui recrute en son temps la structure serbe ou ukrainienne, Omega Service, je pense, qui est une structure de recrutement, un cabinet militaire ukrainien ou serbe, présent même au Burkina, recrute également. Il y a des gens qui quittaient l'armée régulière pour aller s'enrôler dans ces structures privées. D'autres, c'est des militaires qui sont à la retraite, qui s'enrôlent dans ces structures privées pour des missions tout aussi spéciales. Donc, je pense qu'on est en plein pied dans les services offerts par les cabinets militaires étrangers. En fait, c'est ça aussi le terrorisme business. D'accord. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette deuxième convocation de la semaine. Je rappelle qu'il était question de l'incidence de la rencontre entre les anciens chefs d'État sur le processus de réconciliation nationale. En deuxième partie d'émission, il a été question de l'arrestation des 49 militaires à Bamako, au Mali. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous qui l'avez suivi sur les plateformes digitales, Facebook, YouTube. Et merci également à l'équipe technique à la télé comme à la radio. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et restez fidèles au programme de True TV et Watt FM.